J'avais toujours imaginé le matin de mon mariage différemment. Dans ma tête, il devait commencer avec le bruit de ma mère, criant des instructions dans la cuisine, mon père, grommelant à propos de la circulation, et ma petite sœur Elena, essayant de calmer tout le monde avec une blague sarcastique. Au lieu de ça, la première chose que j'ai remarquée ce matin-là, c'était le silence. Pas le genre de silence confortable, mais celui qui vous fait immédiatement réaliser que quelque chose ne va pas. Je suis sorti du lit tôt, comme pour chaque matin militaire que j'avais connu. Des années en tant que membre de la police militaire m'avaient conditionné à me réveiller avant l'aube. La maison, à Charleston, semblait anormalement calme. Les rideaux laissaient entrer une fine tranche de lumière du soleil, mais l'endroit était d'un silence de mort. Pas de bruit de pas, pas de voix, pas même le faible son de la machine à café que mon père insistait pour utiliser à 5 heures précises. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être déjà partis à l'église pour commencer les préparatifs. Ça aurait été bizarre, mais au moins, ça aurait eu du sens. J'ai enfilé un peignoir, marché pieds nus dans le couloir, et j'ai écouté attentivement. Rien. Toute la maison semblait mise en scène, comme si quelqu'un était passé et en avait retiré toute vie pendant la nuit. La cuisine était impeccable, trop impeccable pour un matin de mariage. Pas de vaisselle dans l'évier, pas de tasse de café à moitié pleine, pas de toast à moitié mangé laissé par ma mère. Tout était nettoyé, les comptoirs brillaient. Sur l'îlot central, une seule chose m'attendait, une enveloppe blanche avec mon nom écrit dessus, de la main d'Elena. Je connaissais trop bien son écriture. Au lycée, elle l'utilisait pour signer des mots en se faisant passer pour moi. Et dans mes premières années à l'armée, elle s'en était servie pour imiter ma signature sur des demandes de crédit. Le M en boucle dans mon nom était reconnaissable entre tous. Le voir le jour de mon mariage m'a noué l'estomac. Je l'ai prise et l'ai ouverte lentement, espérant à moitié y trouver quelque chose de sentimental, peut-être des excuses pour toutes ces années de compétition et de drame. Au lieu de ça, il n'y avait qu'une seule ligne courte, écrite avec une cruauté délibérée. Voyons voir comment tu affronteras les invités, quand nous ne nous présenterons pas à ton mariage. Je me suis figé. C'était tout. Pas de on t'aime. Pas de bonne chance. Pas de on se voit après. Juste une menace, déguisée en mots. Mes mains étaient stables, grâce à l'entraînement, je suppose, mais ma poitrine me pesait comme si on y avait laissé tomber un poids. J'ai vérifié le reste de la cuisine, puis le salon. Vide. Leurs valises avaient disparu. J'ai ouvert la porte d'entrée et regardé l'allée. Leur voiture n'était plus là non plus. À ce moment-là, j'ai compris ce qu'ils avaient fait. Elena avait convaincu mes parents de partir. Et ils n'avaient pas seulement quitté la ville, ils avaient quitté le pays. Un voyage à Paris. Le jour de mon mariage. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant le mot. Ce n'était pas une blague. Elena ne faisait jamais de blagues. Elle causait des dégâts. Elle était jalouse de moi depuis le jour où je me suis engagé. J'étais celle qui suivait les règles, qui obtenait des promotions, qui se construisait une carrière dans l'armée. Elle était celle qui n'arrivait pas à garder un emploi stable, et qui dépendait de nos parents pour tout. Au fil des ans, elle s'était donnée pour mission de me rabaisser, et il l'avait laissé faire. Mais ça, m'abandonner le jour le plus important de ma vie, c'était nouveau. C'était calculé. J'ai repensé à l'enquête dont j'avais fait l'objet, des années auparavant, pour un prêt frauduleux contracté à mon nom. Ça a failli ruiner ma carrière militaire avant même qu'elle n'ait commencé. Il a fallu des mois pour laver mon nom. Et devinez à qui on avait remonté la piste? Elena. Mes parents avaient dit qu'elle était juste jeune et insouciante. Comme si ça excusait tout. J'aurais dû savoir à ce moment-là qu'il choisirait toujours son camp. Maintenant, j'étais là, assise dans mon peignoir de mariée, à fixer un mot qui prouvait qu'elle n'avait pas changé du tout. La seule différence, c'est que cette fois, elle avait entraîné nos parents dans sa chute. Je me suis levé et je suis monté dans ma chambre. Mon uniforme était accroché à la porte, repassé et prêt. Juste à côté, il y avait la robe de mariée que la mère de Caleb m'avait aidé à choisir. J'ai passé la main sur le tissu, me rappelant que j'avais le choix. Je pouvais laisser Elena gagner, ou je pouvais faire ce que l'armée m'avait appris. S'adapter, surmonter, avancer. Je suis retourné à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, et je me suis rassise.
Le silence de la maison n'était plus simplement calme. Il était lourd. J'ai essayé d'imaginer à quoi Paris devait ressembler ce matin-là. Elena, guidant mes parents à travers un terminal d'aéroport, suffisante d'avoir orchestré sa victoire finale. Elle pensait probablement que j'annulerais tout, que je me cacherais de honte, et que je m'effondrerais devant la famille de Caleb et tous les invités. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai secoué la tête. Pas question, ai-je marmonné. Le truc, quand on grandit dans une maison où l'on est toujours en compétition pour des miettes d'approbation, c'est qu'on finit par ne plus en avoir besoin. Mes parents avaient fait leur choix, Elena avait fait le sien, et maintenant, je devais faire le mien. L'horloge sur le mur a dépassé 7 heures. Le fleuriste allait bientôt arriver, suivi par les traiteurs. Les invités commenceraient à arriver vers midi. Mon téléphone vibrait de messages d'amis qui prenaient des nouvelles. Aucun d'eux ne venait de mes parents, aucun d'Elena. J'ai attrapé de nouveau l'enveloppe, je l'ai pliée, et je l'ai mise dans le tiroir. Je n'allais pas laisser ces mots trôner sur la table comme une sorte de centre de table. Elle ne méritait pas cette place. La cuisine était toujours impeccable, mais j'ai finalement remarqué le léger parfum de fleurs qui flottait depuis le jardin. Le jardin était rempli de roses et de lys, arrangés la veille au soir. Le parfum préféré de ma mère embaumait toute la maison, mais elle n'était pas là pour le voir. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai ouvert la porte arrière et je suis sorti prendre l'air. La cour était calme, les chaises déjà installées pour la cérémonie. L'arche était décorée exactement comme je l'avais imaginé. Pendant une seconde, tout semblait parfait. Mais la vérité me serrait la poitrine. Les personnes qui étaient censées être au premier rang ne viendraient pas. Ils m'avaient échangé contre des vacances. J'ai laissé cette pensée me brûler un instant, puis je me suis forcé à la repousser. Mon mariage ne les concernait pas. Il ne s'agissait pas des jeux mesquins d'Elena, ou de la faiblesse de mes parents. Il s'agissait de Caleb et de moi. Et s'ils voulaient que je craque, ils allaient devoir attendre. J'ai refermé la porte, j'ai ajusté mon peignoir, et j'ai retraversé la maison silencieuse. Il y avait encore 1 million de choses à faire avant la cérémonie. Des invités à accueillir, des vœux à préparer, un avenir dans lequel entrer. Et rien de tout cela n'allait s'arrêter parce que 3 personnes avaient décidé de prendre un avion. J'ai resserré la ceinture de mon peignoir et je suis monté à l'étage. Le silence se faisait plus oppressant à chaque pas. Dans ma chambre, la vue de mon uniforme accroché à côté de la robe de mariée a déclenché une vague de souvenirs que j'avais tenté d'enfouir. Le premier datait du début de ma vingtaine, juste après ma formation de base. Je venais à peine de m'installer dans ma première affectation quand j'ai été convoqué dans un bureau avec 2 enquêteurs à l'air sévère. Ils m'ont montré une demande de prêt à mon nom, avec mon numéro de sécurité sociale, et même ma signature. J'ai regardé le papier, incrédule. C'était un prêt auto que je n'avais jamais demandé. Les paiements étaient en retard, et le prêteur voulait des réponses. Pendant des semaines, j'ai vécu sous le coup de la suspicion, craignant que ma carrière militaire ne se termine avant même d'avoir commencé. Quand la vérité a éclaté, c'était Elena. Elle avait copié ma signature, ouvert le compte, et disparu dès que les paiements étaient dus. Je me souviens l'avoir confrontée, la voix tremblante de colère, tandis qu'elle souriait d'un air narquois en disant « Détends-toi. Tu as un bon crédit. Ils te pardonneront. Tu as toujours été l'enfant modèle. » Mes parents ne l'ont pas puni. Ils ne l'ont pas obligé à rembourser. Ils m'ont dit de ne pas être dramatique, que je devais comprendre qu'elle était jeune et insouciante. Cette phrase, jeune et insouciante, m'a suivi comme une malédiction. Chaque erreur qu'elle faisait, aussi grosse soit-elle, était balayée sous cette étiquette. Pendant ce temps, si j'osais seulement élever la voix, c'était moi le problème. J'étais la rigide, la soldate qui ne savait pas se détendre. Le peignoir frôlait mes jambes alors que je m'asseyais sur le bord du lit, le passé mordant aussi vivement que la trahison de ce matin. Un autre souvenir a refait surface, les dossiers d'inscription à l'université. J'avais travaillé de nuit pour économiser pour les cours de préparation au SAT, tandis qu'Elena avait flambé son argent de poche. La veille de mon examen, j'ai constaté que ma carte d'identité avait disparu. J'ai retourné ma chambre. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'elle avait essayé de l'utiliser pour entrer dans une boîte de nuit. Mes parents en ont ri, disant que c'était des histoires de sœurs. Je suis entré dans le centre d'examen le lendemain matin avec 3 heures de sommeil et une fureur pure.
J'ai quand même réussi, mais je n'ai jamais oublié la manière désinvolte avec laquelle ils avaient balayé son sabotage. À l'armée, la trahison n'était pas seulement décevante, elle était dangereuse. On apprend à confier sa vie à la personne à côté de soi. C'est pourquoi les jeux d'Elena me blessaient si profondément. Elle n'était pas juste une sœur égoïste. C'était quelqu'un qui traitait la loyauté comme une blague. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la chambre. La moquette étouffait mes pas, mais dans ma tête, j'entendais la cadence sèche des sergents instructeurs hurlant des ordres. Reste concentré. Continue d'avancer. Ne montre aucune faiblesse. Ces ordres m'avaient façonné. Mais grandir dans ma famille m'avait mise à l'épreuve encore plus durement. Un autre flash m'a frappé. Un Noël, des années auparavant. J'avais économisé la moitié de ma solde de déploiement pour surprendre mes parents avec une nouvelle machine à laver, après que la leur soit tombée en panne. Je suis rentré en permission, excité de la leur offrir. Quand je suis arrivé, Elena les avait déjà convaincus de lui acheter une voiture avec ses économies. Sauf que ce n'était pas ses économies. C'était l'argent que j'avais envoyé à la maison. De l'argent que je pensais verser sur un compte joint pour la famille. Quand j'ai demandé où il était passé, ma mère m'a dit, ta sœur en avait plus besoin. Tu retomberas toujours sur tes pieds, toi. Cette phrase m'est restée comme du fil barbelé. Tu retomberas toujours sur tes pieds. Traduction, tu n'as pas besoin de nous, alors on va continuer de tout lui donner. Ils n'ont jamais compris que survivre ne signifiait pas que je ne saignais pas. J'ai touché à nouveau la robe de mariée, mes doigts effleurant la dentelle. La mère de Caleb m'avait aidé à la choisir, ses yeux s'illuminant quand elle m'a vu sortir de la cabine d'essayage. Tu as l'air forte, avait-elle dit. Pas jolie, pas délicate, forte. C'était la première fois que je sentais qu'un membre de la famille, ou du moins de la famille de quelqu'un, me voyait pour ce que j'étais vraiment. Pendant ce temps, Elena paradait probablement dans un aéroport à Paris, fière de son coup. Elle avait toujours convoité les projecteurs, mais seulement en éteignant les miens. Ce mariage aurait dû être à propos de moi, de Caleb, de la vie que nous construisions. Au lieu de ça, elle avait mis en scène sa sortie comme une sorte de performance cruelle. Je me suis approché de la commode et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvaient de vieux dossiers, des fiches de paie, des ordres de mission, des félicitations, la preuve de chaque étape pour laquelle je m'étais battu. Au-dessus, il y avait une lettre de mon commandant, des années auparavant, me félicitant pour ma promotion après que l'affaire du prêt ait été classée. Elle me rappelait la leçon que l'armée m'avait martelée encore et encore, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Tout le reste n'est que du bruit. Le problème, c'est qu'Elena avait toujours été un bruit très fort. Je me suis appuyé contre la commode et j'ai expiré lentement. La lettre de ce matin n'était pas juste une autre pique. C'était sa tentative finale de prouver que je ne pouvais pas tenir debout seul, sans leur approbation. Mais cette supposition était son erreur. Je tenais debout seul depuis des années, portant des cicatrices dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Le parfum des fleurs de l'extérieur s'est infiltré par la fenêtre entr'ouverte. J'ai pensé aux invités qui arriveraient plus tard, à Caleb qui m'attendrait, à Monica qui viendrait de la base pour être à mes côtés. C'étaient ces gens-là qui comptaient. C'étaient eux qui méritaient mon attention. Pourtant, les souvenirs ne s'en allaient pas facilement. La trahison a cette façon de vous coller à la peau, de remodeler votre vision du monde. Chaque fois qu'Elena imitait ma signature, chaque fois qu'elle volait ce pourquoi j'avais travaillé, chaque fois que mes parents détournaient le regard, cela construisait le mur derrière lequel je me tenais maintenant. Et peut-être que ce mur était la seule raison pour laquelle je n'étais pas déjà en larmes sur le sol. J'ai refermé le tiroir et je me suis redressé. Le peignoir me pesait sur les épaules, mais ma colonne vertébrale restait droite. Quoi qu'Elena ait pensé accomplir ce matin, elle avait tort. Elle me voulait briser. Elle me voulait humilier. Mais la seule chose qu'elle m'avait donnée, c'était un autre rappel de pourquoi je n'avais plus besoin d'elle. Mon reflet dans le miroir a attiré mon attention. Cheveux en désordre, visage nu, mais des yeux vifs. C'était moi. Pas la sœur sans défense, pas la fille oubliée. La soldate, la mariée, la femme qui n'allait pas laisser la jalousie d'Elena écrire la fin. J'ai fermé la fenêtre, bloquant le bruit des voitures qui passaient. Ma main s'est attardée sur la vitre, fraîche contre ma peau, me stabilisant. Le passé m'avait déjà pris assez. Il n'allait pas prendre aujourd'hui.
La vitre était encore fraîche sous ma main quand je me suis finalement détourné de la fenêtre et que je suis retourné dans le couloir. Le silence s'accrochait à tout. Pas le genre de silence qu'on a quand les gens dorment encore, mais celui qui dit que la maison est vide et qu'elle le restera. J'ai traversé chaque pièce, une par une, presque pour me le prouver. Le salon était impeccable, les coussins du canapé bien alignés, les photos de famille toutes à leur place. Je me suis arrêté devant un cadre sur la cheminée, moi en uniforme, fraîchement sorti de ma formation, souriant trop grand pour l'appareil photo. Mes parents avaient été si fiers ce jour-là, ou du moins, ils en avaient eu l'air. Je me souviens de mon père serrant la main du recruteur comme si c'était sa propre réussite. Mais en regardant cette photo maintenant, dans une maison qu'il venait d'abandonner, cela ressemblait à un mensonge gravé dans le verre. La table de la salle à manger était nue. Pas de tasse de café à moitié vide, pas d'assiette attendant d'être débarrassée. Même la salière et la poivrière étaient parfaitement alignées. J'ai touché la chaise où mon père s'asseyait toujours, je l'ai tirée un peu, puis je l'ai repoussée. Ce n'était plus chez moi. Ça ressemblait à une salle d'exposition, un espace que les gens visitent mais où ils ne vivent pas vraiment. À l'étage, c'était la même chose. La chambre de mes parents était bien rangée. Le couvre-lit tendu, leur valise disparue. La chambre d'Elena était comme d'habitude, comme si elle n'y avait pas vécu depuis des années. Placard vide, tiroir de commode nu. Elle ne laissait jamais grand-chose derrière elle, n'offrait jamais à la maison quoi que ce soit d'elle-même à conserver. Ce matin-là, il m'a semblé qu'elle n'avait peut-être jamais vraiment appartenu à cet endroit. Elle ne faisait que passer, laissant des dégâts que les autres devaient nettoyer. Je me suis retrouvé dans la cuisine, l'enveloppe toujours cachée dans le tiroir, et je me suis appuyé contre le comptoir, l'immobilité m'oppressant jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Je me suis redressé et j'ai ouvert la porte arrière. Le jardin était silencieux, mais vivant d'une manière que la maison n'était pas. Des rangées de roses blanches bordaient le chemin. L'arche installée pour la cérémonie, déjà décorée de lys et de lierre. Les chaises étaient soigneusement disposées, attendant les invités. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, rebondissant sur les rubans blancs attachés autour des sièges. Ça aurait dû être magnifique, mais tout ce que je ressentais, c'était le vide là où ma famille aurait dû être. Je suis descendu dans l'herbe, mes pieds nus s'enfonçant dans la terre fraîche. Le parfum des roses et des lys m'a frappé plus fort à l'extérieur. Doux mais vif. J'ai pensé au parfum préféré de ma mère, celui qu'elle portait à chaque remise de diplôme, à chaque événement où elle voulait avoir l'air d'une parente parfaite. Aujourd'hui, elle n'était pas là pour le porter. Elle n'était pas là pour s'occuper de mes cheveux ou pleurer en me voyant dans la robe. Elle arpentait les rues de Paris à la place, sirotant probablement un café avec Elena, fière d'elle d'avoir choisi des vacances plutôt que sa fille. Ma mâchoire s'est crispée. Je me suis penché et j'ai arrangé un des rubans qui s'était détaché d'une chaise. Au moins, le jardin serait parfait. S'il me voulait briser, il devrait se contenter de me voir déçu. De retour à l'intérieur, le calme m'a de nouveau frappé. J'ai marché jusqu'à l'escalier et je me suis assise à mi-chemin, au même endroit où je m'étais assise 1000 fois en grandissant, après des disputes, après de longues journées de travail. Après être rentré de permission pour découvrir que j'avais été remplacé par la crise du moment créée par Elena. Le bois était lisse sous ma main, poli au fil des ans. Assise là, je me sentais comme deux personnes à la fois. La petite fille qui attendait que ses parents la remarquent, et la soldate qui avait depuis longtemps cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux. Le peignoir a glissé d'une épaule et je l'ai remis en place. Ma gorge était sèche. J'ai pensé à prendre un verre, mais je ne voulais pas bouger. Pour la première fois de la matinée, des larmes ont piqué au coin de mes yeux. J'ai cligné des yeux avec force, refusant de les laisser couler. Pleurer n'allait rien arranger. J'ai de nouveau pensé à l'armée, au moment où j'avais été poussé au-delà de l'épuisement, forcé de continuer à avancer parce que s'arrêter n'était pas une option. C'était ce que je ressentais. Un autre test, un autre obstacle. La différence, c'est qu'à l'entraînement, votre unité vous soutenait. Ici, dans cette maison vide, les gens qui auraient dû être mon unité prenaient l'avion. Je me suis forcé à me lever. Mes jambes semblaient lourdes, mais je me suis levé quand même. Si l'armée m'a appris une chose, c'est qu'on ne choisit pas quand la vie vous envoie une épreuve. On choisit seulement comment y répondre. Et je n'allais pas répondre en m'effondrant dans les escaliers. Dans le salon, j'ai remarqué la Bible familiale sur l'étagère.
Elle s'était transmise de génération en génération, les noms et les dates écrits d'une écriture soignée. Le mien y était, net et petit, coincé entre les anniversaires et les baptêmes. J'ai passé mon doigt dessus, puis j'ai refermé la couverture. Des noms sur une page ne font pas une famille. Les actes, si. L'horloge semblait sonner plus fort qu'elle n'aurait dû, me rappelant que le temps passait, que je sois prête ou non. Les invités allaient bientôt arriver. Les parents de Caleb allaient se garer dans l'allée, s'attendant à rencontrer les miens. Et quand ils demanderaient où était ma famille, je devrais leur dire la vérité, qu'ils avaient choisi Paris plutôt que moi. J'ai regardé mon reflet dans la porte vitrée. Cheveux en désordre, yeux fatigués, mais la posture droite. Je n'allais pas me cacher. Je n'allais pas laisser le plan d'Elena se dérouler comme elle le voulait. Le silence de la maison était toujours là, mais j'ai arrêté de l'écouter. Je me suis détourné de la porte, j'ai ajusté mon peignoir, et j'ai recommencé à marcher, chaque pas plus assuré que le précédent. Le bruit de pneus crissant sur le gravier à l'extérieur m'a arraché à la porte vitrée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, m'attendant à moitié à une livraison ou à un fournisseur en avance. Au lieu de ça, un SUV argenté familier est entré dans l'allée, le même que j'avais vu 100 fois, garé devant la caserne. Monica en est sortie, lunettes de soleil relevées dans ses cheveux, une housse à vêtements drapée sur un bras. Elle m'a aperçu à travers la fenêtre et m'a fait un signe de la main. Pas le genre de signe poli, mais celui qui disait qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. On dirait que tu es sur le point d'arracher la tête de quelqu'un, a-t-elle dit, passant devant moi pour entrer dans la maison. Où sont-ils? Sa voix a résonné dans le couloir vide. Elle s'est arrêtée, s'est retournée, et a constaté le silence par elle-même. Pas de voix, pas de bruit de pas, pas de parents courant partout comme pour tous les autres matins de mariage. Ils sont partis, ai-je dit d'un ton neutre. Monica a laissé tomber la housse sur le canapé et m'a dévisagé. Parti où? À Paris. Le mot avait un goût amer en sortant. Elle a cligné des yeux, attendant que j'esquisse un sourire, que je lui dise que c'était une blague. Quand je ne l'ai pas fait, elle a secoué la tête. Tu te moques de moi. J'ai sorti le mot du tiroir et je le lui ai tendu. Elle l'a lu une fois, 2 fois, puis a laissé échapper un sifflement bas. Ta sœur a vraiment écrit ça? J'ai hoché la tête. Elle est incroyable, a marmonné Monica, froissant le papier dans son poing avant de le reposer sur le comptoir. Non, en fait, elle est prévisible. La même Elena, juste une plus grande scène. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Elle voulait que je sois humilié. Elle voulait que j'annule tout. Eh bien, au diable. Monica a retiré ses lunettes de soleil et les a jetées sur la table. Tu n'annules rien du tout. Tu vas descendre cette allée et être plus belle que quiconque à Paris ne pourrait jamais l'imaginer. C'est bien compris. Son ton était sec, le même qu'elle avait utilisé des années auparavant, quand elle était mon chef d'escouade en déploiement. À l'époque, c'était sa voix qui me faisait avancer quand la chaleur et l'épuisement m'avaient presque eu. L'entendre à nouveau maintenant m'a stabilisé. J'ai laissé échapper une longue respiration. C'est pathétique de l'admettre, mais je pensais que peut-être, juste peut-être, il viendrait pour moi aujourd'hui. Monica a secoué la tête. Tu as porté cet espoir trop longtemps. Tu savais au fond de toi que ça n'arriverait pas. Ils ont fait leur choix encore et encore. Aujourd'hui, c'est juste devenu limpide. Elle s'est approchée de la fenêtre, a regardé le jardin, puis s'est retournée vers moi. Tu es une soldate. Tu n'abandonnes pas parce que quelqu'un d'autre décide de se défiler. C'est ta mission aujourd'hui, et tu termines tes missions. C'est ce que tu fais. Ces mots ont frappé comme un ordre, mais aussi comme un rappel de qui j'étais en dehors des drames familiaux. Je n'étais pas seulement une fille ou une sœur. J'étais quelqu'un qui menait des patrouilles, enquêtait sur des crimes à la base, se tenait devant des officiers supérieurs et défendait sa cause. J'avais une colonne vertébrale parce que je l'avais construite, pas parce que quelqu'un me l'avait donnée. Je me suis frotté les tempes. Les parents de Caleb vont demander où sont les miens. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Monica a souri d'un air narquois. Dis-leur la vérité. Ils verront ce que c'est, une famille qui ne te mérite pas. Et tu sais quoi? Ils te respecteront probablement encore plus. Je voulais la croire.
Je voulais penser que les Turner hausseraient les épaules, mais l'idée de devoir expliquer que toute ma famille m'avait largué n'était pas facile. Monica a attrapé la housse à vêtements et l'a ouverte, révélant sa robe. Écoute, je n'ai pas fait toute cette route pour te regarder te morfondre. On a du travail. Coiffure, maquillage, te faire entrer dans cette robe. Les invités arrivent, les caméras seront peut-être là à cause de Caleb, et tu ne vas pas laisser Elena contrôler le récit. Tu m'entends? J'ai esquissé un petit sourire. On dirait que tu me prépares pour une inspection. Et comment, a-t-elle dit. Et tu vas la réussir. Son énergie a rempli la pièce, brisant la lourdeur qui m'avait accablé toute la matinée. Elle s'est affairée à s'installer, étalant les pinceaux de maquillage qu'elle avait apportés, sortant des épingles à cheveux de son sac comme si elle avait planifié cela depuis des semaines. Je me suis assise, la laissant faire. La brosse a démêlé mes cheveux. La poudre s'est posée sur ma peau. Pour une fois, j'ai laissé quelqu'un d'autre prendre le contrôle. Monica fredonnait sous son souffle, une vieille chanson country qu'elle mettait à fond dans le 1V en patrouille. Ça m'a ramené aux routes poussiéreuses et au calme étrange qui venait de savoir exactement qui vous couvrait. Tu sais, a-t-elle dit en fixant la dernière mèche. C'est peut-être la meilleure chose qu'ils aient pu faire pour toi. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Oui. Pense-y. Pas de faux sourire, pas de drame à la réception, pas d'Elena essayant de te voler la vedette. C'est juste toi, Caleb, et les gens qui en ont vraiment quelque chose à faire. C'est une victoire. J'ai laissé ces mots s'imprégner. Elle avait raison. Aussi douloureuse que soit leur absence, cela signifiait aussi que je n'aurais pas à me préparer à un courant constant de critiques et de compétition. Aujourd'hui pouvait être à propos de moi, sans interruption. Cette pensée a desserré quelque chose dans ma poitrine. Je me suis regardé dans le miroir quand elle a fini, reconnaissant à peine mon reflet. Pas à cause du maquillage, mais à cause du calme dans mes yeux. Monica a posé ses mains sur mes épaules. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui sait qu'elle n'a plus rien à prouver. Le nœud dans mon estomac s'est un peu relâché. Elle avait encore raison. L'absence de mes parents n'effaçait pas ma valeur. La cruauté d'Elena ne me définissait pas. Les gens qui comptaient étaient là-haut en route. Je me suis levé, j'ai lissé mon peignoir et j'ai aperçu de nouveau la robe de mariée. Elle ne ressemblait plus à un rappel de ceux qui n'étaient pas là. Elle ressemblait à la prochaine étape que j'étais sur le point de franchir, une étape qui n'avait rien à voir avec Elena ou Paris. Monica a attrapé son sac et l'a jeté sur son épaule. Allez, soldate. Il est temps de lancer cette mission. J'ai hoché la tête, décrochant la robe de son cintre et la tenant contre moi, le tissu frais et solide dans mes mains. Pour la première fois ce matin-là, le silence de la maison ne ressemblait pas à de l'abandon. Il ressemblait à de l'espace. Un espace que je pouvais enfin remplir avec mes propres choix, mon propre avenir, et les gens qui étaient à mes côtés pour les bonnes raisons. J'avais à peine reposé la robe quand la sonnette a retenti. Monica m'a jeté un coup d'œil, puis s'est dirigée rapidement pour répondre. À travers le verre dépoli, j'ai vu deux silhouettes se tenant droites, parfaitement apprêtées d'une manière qui criait la richesse, mais pas l'arrogance. Quand la porte s'est ouverte, les parents de Caleb sont entrés, leur présence remplissant l'entrée plus que n'importe quel meuble ne l'avait jamais fait. Henry Turner a serré fermement la main de Monica, puis s'est tourné vers moi avec un sourire chaleureux qui a plissé les coins de ses yeux. Evelyn a suivi de près, son parfum léger, sa voix encore plus légère. Marissa, ma chérie, tu es déjà radieuse. Où sont tes parents? La question a atterri comme une pierre dans mon estomac. Monica m'a lancé un regard rapide, comme pour dire, sois direct avec eux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai rencontré les yeux d'Evelyn. Ils ne viennent pas. Ils sont partis pour Paris ce matin. Evelyn a cligné des yeux, la confusion traversant son visage. Henry a froncé les sourcils, essayant clairement de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Le jour de ton mariage, a-t-il demandé, l'incrédulité épaisse dans son ton. J'ai hoché la tête. Oui. C'était leur choix. Le silence s'est étiré un instant de trop, le poids de leur absence plus fort que les mots. Puis Evelyn s'est avancée, m'a entouré de ses bras et a dit, alors aujourd'hui, tu nous as. Tu es notre fille, Marissa. Ne pense pas une seule seconde que tu es seule. Son étreinte m'a prise au dépourvu. Pendant une fraction de seconde,
mon corps s'est raidi, s'attendant à un jugement ou à de la pitié, mais il n'y en avait pas, seulement de la chaleur. Elle sentait légèrement la rose, du genre qu'on trouverait dans les jardins des vieilles demeures de Charleston. Cela m'a rappelé ce que devrait être l'étreinte d'une mère. Henri m'a tapoté doucement l'épaule, comme le ferait un commandant. « Écoute » a-t-il dit, la voix posée. « Les familles peuvent faire des erreurs, certaines plus grandes que d'autres, mais tu rejoins la nôtre aujourd'hui, et nous, on n'abandonne pas les nôtres. » Quelque chose en moi s'est détendu en entendant cela. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de devoir me défendre ou expliquer pourquoi mon propre sang m'avait abandonné. Je pouvais simplement laisser leurs mots parler d'eux-mêmes. Monica, jamais du genre à laisser un moment lourd s'installer trop longtemps, a pris la parole. « Bon, maintenant qu'on a des renforts, il est temps de préparer cette mariée. » Elle a fait un geste vers la robe et a commencé à diriger Evelyne comme si on lui avait assigné une mission. Evelyne a ri et s'est jointe à elle, ajustant l'ourlet de la robe pendant que je l'enfilais, en faisant attention à ne pas froisser le tissu. La robe a glissé en place, et pendant un instant, je me suis vu dans le miroir, entouré de gens qui voulaient que je sois là. Pas par obligation, pas par culpabilité, mais par choix. Henri s'est reculé, les mains dans les poches, regardant avec une fierté tranquille. « Caleb est un homme chanceux », a-t-il dit presque pour lui-même. Puis, plus fort, « Et toi, Marissa, tu te tiens comme quelqu'un qui a traversé pire que ça et qui en est sortie plus forte. C'est exactement le genre de femme que nous espérions voir rejoindre notre famille. » Cela m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Mes parents n'avaient jamais rien dit de tel. Ils ne m'avaient jamais qualifié de forte, n'avaient jamais reconnu ce que j'avais survécu ou accompli. L'entendre de la part d'Henri, en ce jour, a comblé une partie de moi que je ne savais pas affamer. Evelyne a reculé et a tapé dans ses mains. Parfait. Absolument parfait. Laisse le monde voir à quel point tu mérites ça. Le moment aurait pu s'arrêter là, mais le bruit des voitures arrivant à l'extérieur nous a rappelé que la journée n'attendait pas. Les invités ont commencé à arriver, leurs voix portant à travers les fenêtres ouvertes, tandis que des rires et des salutations remplissaient l'air. De la fenêtre du deuxième étage, je pouvais voir des femmes en robe colorée sortir des voitures, des hommes ajuster leurs cravates, des enfants courir vers le jardin. J'ai dégluti difficilement. C'était le moment. La maison qui avait semblé si vide une heure auparavant était maintenant vivante. Pourtant, au premier rang, manqueraient toujours les visages dont je pensais autrefois ne pas pouvoir me passer. Evelyne a remarqué le changement dans mon expression. Elle s'est penchée et a dit doucement, « Ne les cherche pas, regarde qui est là. Ce sont les gens qui veulent te célébrer. » Ces mots m'ont ancré. J'ai hoché la tête, ajustant le voile que Monica avait épinglé. Henri s'est éclairci la gorge. « Je vais aller dehors m'assurer que tout est prêt. Nous avons des invités à accueillir. Ne les fais pas trop attendre, soldate. » Le dernier mot portait une note de respect, pas de moquerie. Je lui ai fait un petit sourire. « Oui, monsieur. » Il a souri et s'est dirigé vers le jardin. Evelyne a suivi, s'arrêtant juste assez longtemps pour me serrer la main avant de sortir. Monica est restée derrière, me jetant un dernier coup d'œil comme si elle inspectait une recrue. « Tu es bien ?» a-t-elle dit finalement. « Tu es solide. Ils ne peuvent pas t'atteindre aujourd'hui. » Ces mots ont atterri avec le poids d'un vœu. Le calme du début de matinée semblait maintenant lointain, noyé par les bruits des invités qui arrivaient, leurs voix se mêlant en un bourdonnement croissant. La maison n'était plus vide. Elle était pleine de la bonne manière. J'ai redressé ma posture, ajusté la robe une fois de plus, et j'ai laissé les voix passer par la fenêtre ouverte. Peu importe à quoi ressemblait Paris en ce moment, ça ne pouvait pas rivaliser avec ça. Le bruit à l'extérieur a enflé alors que d'autres voitures se garaient dans la rue. Des portières ont claqué et des voix ont dérivé jusqu'à la maison. Des rires flottaient par les fenêtres ouvertes, mêlés au cliquetis des talons sur l'allée et au bruit des chaises qu'on tirait sur la pelouse. Je me suis dirigé vers l'avant de la maison, la robe frôlant le sol, Monica me suivant comme un garde s'assurant que je ne prenais pas la fuite. Par la fenêtre latérale, j'ai aperçu des invités entrant dans le jardin. Une amie de l'université a salué quelqu'un que je reconnaissais à peine. Deux des partenaires d'affaires de Caleb ont serré la main d'un lointain cousin, leurs chaussures vernies s'enfonçant légèrement dans l'herbe. La vue aurait dû être réconfortante, mais un murmure ne cessait de faire surface dans la foule. J'ai capté des fragments. Où est sa famille, et même pas ses parents?
Des chuchotements déguisés en conversation polie. J'ai serré plus fort le cadre de la porte, le bois s'imprimant dans ma paume. Monica l'a remarqué et s'est penchée. Laisse-les parler. Les gens parlent toujours. Ce qui compte, c'est que tu descendes cette allée. Ça fait taire tout le monde. J'ai laissé échapper un petit rire, plus un souffle qu'un son d'humour, mais ça a aidé. Je me suis rappelé que les chuchotements ne pouvaient pas me tuer. J'avais survécu à pire. Evelyne est apparue dans le couloir, gracieuse, même avec ses talons s'enfonçant légèrement sur les vieux planchers de bois. Elle a posé délicatement sa main sur mon bras. Ne fais attention à personne là-dehors. Ils sont venus pour te célébrer, pas pour te juger. S'ils ont des questions, laisse-les se les poser. Tu ne dois d'explication à personne. Son ton calme contrastait avec le bourdonnement de la conversation à l'extérieur. J'ai hoché la tête, reconnaissante, puis je me suis tourné vers le miroir une dernière fois. Mon reflet me fixait, voile en place, yeux vifs, épaules carrées. Pour une fois, je ne voyais pas la petite fille désespérée d'approbation. Je voyais quelqu'un prêt à entrer sous les projecteurs. Avec ou sans famille. Henri a passé la tête. On est près dehors. L'officiant est en place. Les invités sont assis. Sa voix portait l'assurance stable d'un homme qui avait géré des conseils d'administration, mais elle s'est adoucie quand ses yeux se sont posés sur moi. On dirait que tu pourrais conquérir le monde, a marmonné Monica. Elle l'a déjà fait. Fin de la transmission. La musique a commencé faiblement, du genre qui fait taire une foule dans l'attente. J'ai inspiré, le voile bougeant légèrement avec mon souffle. Monica a redressé l'arrière de ma robe, Evelyne a ajusté le bord de mon voile, et Henri s'est écarté pour nous laisser passer. Alors que j'atteignais l'entrée du jardin, le changement d'atmosphère a été immédiat. Le bavardage s'est éteint, remplacé par le silence collectif des invités qui tournaient la tête. Des rangées de visages se sont estompées, certains curieux, d'autres souriants, quelques-uns se demandant probablement encore où était ma famille. Mais au premier plan, Caleb se tenait là, attendant, ses yeux rivés sur les miens. Pendant une seconde, le monde s'est réduit à lui seul. Son expression n'était pas de la pitié. Ce n'était même pas de la surprise. C'était une fierté constante, comme s'il avait toujours su que c'est ainsi que ça se passerait. Cette constance m'a ancré. La voix de l'officiant a souhaité la bienvenue à tout le monde, mais mon attention est restée sur Caleb. J'ai fait mon premier pas dans l'allée, Monica à mes côtés comme une demoiselle d'honneur honoraire. L'herbe crissait légèrement sous mes chaussures, le léger parfum de rose s'élevant à chaque pas. La foule a bougé. Des téléphones se sont levés pour des photos. Les murmures se sont tus. J'ai senti le poids des regards sur moi. Mais au lieu de me recroqueviller, j'ai levé le menton plus haut. Chaque pas était délibéré, pas précipité. À mi-chemin de l'allée, la voix d'un enfant s'est élevée. Elle est où, sa maman? La question a porté plus fort que les chuchotements. Une vague de rire gêné a suivi. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai continué à marcher. Monica a lancé un regard noir dans la foule qui aurait pu faire taire un sergent instructeur. Quand je suis arrivé devant, Caleb m'a tendu la main. Sa paume était chaude, stable. J'ai glissé la mienne dans la sienne et j'ai senti la tension se relâcher. Il m'a fait un léger signe de tête, un de ceux qui disent « Tu as réussi. Tu es là ». L'officiant a commencé les mots d'ouverture, mais le bruit de mes propres pensées l'a presque noyé. Debout là, j'ai réalisé que ce moment n'était pas gâché. Elena n'avait pas gagné. Mes parents n'avaient rien volé. J'étais là, devant tous ceux qui comptaient, épousant l'homme que j'aimais, avec des gens autour de moi qui avaient choisi d'être là. C'était plus une famille que le sang ne m'en avait jamais donné. Evelyne était assise au premier rang, les yeux embués, son sourire inébranlable. Henri a posé une main sur son épaule, sa posture protectrice. Monica se tenait juste sur le côté, les bras croisés, scrutant la foule comme si elle était prête à expulser quiconque oserait encore chuchoter. Les mots de l'officiant m'ont ramené à la réalité. Le mariage n'est pas une question de perfection. C'est une question d'engagement, même quand les choses ne sont pas parfaites. La phrase a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû, comme si elle ne m'était destinée qu'à moi. J'ai resserré ma prise sur la main de Caleb, sentant la vérité qu'elle contenait. Rien dans ma vie n'avait été parfait, certainement pas ma famille, mais l'engagement, celui qu'il m'offrait,
celui que Monica et les Turner avaient montré, valait tout. La brise a changé, emportant le faible bruit d'une voiture qui s'éloignait dans la rue. Pendant un instant, j'ai pensé à mes parents à Paris, sirotant du vin, Elena souriant d'un air narquois. Ils m'imaginaient probablement en train de m'effondrer, la cérémonie annulée, les invités renvoyés chez eux dans la confusion. La réalité était tout le contraire. Je me tenais plus droite que jamais. Caleb s'est légèrement penché vers moi, juste assez pour que je sois la seule à entendre. « Tu es incroyable. » Ce n'était pas dramatique, ni mis en scène. C'était simple, mais ça portait plus de poids que tout ce que ma famille avait jamais dit. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé mon expression calme. L'officiant a invité la foule à baisser la tête pour un moment de recueillement. Le jardin est devenu silencieux, les oiseaux chantant faiblement au loin. J'ai laissé le silence s'installer, mais ce silence n'avait rien à voir avec celui de la maison ce matin. Celui-ci était vivant, rempli de gens présents pour les bonnes raisons. Quand l'officiant a relevé la tête, la cérémonie a continué, mais mon attention est restée sur Caleb, sur la chaleur de sa main, sur la certitude que je n'étais pas seul. Les voix dans la foule, les chuchotements, les visages manquants, tout s'est estompé en bruit de fond. Ce qui comptait était juste devant moi, stable, patient, et réel. La voix de l'officiant portait, stable, à travers le jardin, mais du coin de l'œil, j'ai aperçu un flash de lumière. Puis un autre. Au début, j'ai pensé que c'était juste des invités qui prenaient des photos, mais en me décalant légèrement, j'ai vu la vérité. Une équipe de tournage se tenait au bord de la pelouse. Trépied installé, un gars avec une perche micro, un autre ajustant la mise au point sur une caméra d'épaule. Je me suis penché vers Caleb, juste assez pour murmurer. « Sérieusement ? Tu as invité la presse ?» Il m'a fait un petit sourire, presque coupable. Une chaîne locale. Ils ont demandé à couvrir l'événement. Ils aiment les histoires d'hommes d'affaires qui se marient. Sa prise sur ma main s'est un peu resserrée. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. J'ai expiré brièvement par le nez. Bien sûr, les Turner attireraient l'attention. Les projets de Caleb étaient toujours dans les journaux. Nouveaux développements immobiliers, dons à des associations d'anciens combattants, événements communautaires. Son mariage était le genre de choses qui attirait la couverture médiatique. Je ne m'étais juste pas préparé à être sous les projecteurs aujourd'hui. La caméra a balayé les invités, puis s'est posée sur moi. Une lumière vive a jailli, plus douce que les projecteurs militaires, mais suffisante pour me faire cligner des yeux. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai redressé les épaules. Si Elena avait compté sur moi pour avoir l'air petite et abandonnée, alors c'était peut-être la meilleure des revanches. Elle verrait ça depuis une chambre d'hôtel un jour, et elle me verrait non pas seulement debout, mais rayonnante. L'officiant a continué, imperturbable face aux caméras. Derrière lui, le jardin ressemblait à une page de magazine, les fleurs arrangées juste comme il fallait, les rubans flottant dans la brise, chaque chaise occupée. Evelyne avait bien fait son travail. Monica se tenait raide près du fond, les bras croisés. Elle a croisé mon regard et a fait un rapide signe de tête, comme un ordre silencieux de tenir ma position. J'ai redressé ma colonne vertébrale et j'ai fixé mon regard sur Caleb. Les caméras pouvaient prendre ce qu'elles voulaient. Je ne jouais pas la comédie pour elle. Un photographe s'est approché de l'allée, prenant des photos de Caleb et moi nous tenant la main. Pour une fois, je ne me suis pas senti gêné. Mon entraînement militaire a pris le dessus, menton haut, posture stable, regard droit devant. Pas une soldate en service, mais pas loin non plus. L'officiant nous a demandé de nous faire face complètement. Je me suis tourné vers Caleb, occultant tout le reste. Ses yeux se plissaient légèrement au coin, non pas par nervosité, mais par chaleur. Il ne s'inquiétait pas des caméras. Il était concentré sur moi. Un murmure a parcouru les invités quand un autre caméraman s'est approché, pratiquement au premier rang. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, « Ça va passer aux infos du soir ». Une partie de moi s'est tendue, mais j'ai ensuite pensé à la lettre qu'Elena avait laissée ce matin. La phrase cruelle sur la façon dont j'affronterais les invités sans eux. Si jamais elle voyait ces images, elle réaliserait que je ne les ai pas seulement affrontées, j'ai maîtrisé le moment. La voix de l'officiant s'est légèrement élevée alors qu'il parlait d'engagement, d'unité. Les caméras tournaient autour de nous, capturant chaque mot. J'ai gardé ma respiration régulière,
comptant dans ma tête comme je l'avais fait pendant les longues planques à la base. Inspiration calme, expiration stable. Quand l'officiant a invité le père de Caleb à s'avancer pour une courte bénédiction, Henri l'a fait sans hésitation. Il s'est éclairci la gorge et a dit, « Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de deux personnes qui s'unissent. Il s'agit de construire une famille, même quand la famille a l'air différente de ce à quoi on s'attendait. Et je peux dire avec fierté que Marissa fait déjà partie des nôtres. » La foule a applaudi légèrement. Les caméras ont zoomé. Ma gorge s'est serrée, mais pas de tristesse, de soulagement. Pour la première fois de la journée, je n'avais pas l'impression de combler un manque. J'étais simplement accueilli. Evelyne a tamponné ses yeux avec un mouchoir, son sourire constant. Le caméraman l'a filmé, et je m'en fichais. Qu'il le filme. Que tout le monde le voie. L'officiant nous a ramenés au vœu, le moment que tout le monde attendait. Mon cœur s'est emballé, non pas par nervosité à l'idée d'épouser Caleb, mais par la conscience que tout ce qui se passait était maintenant immortalisé sur bande. Chaque regard, chaque mot, chaque frémissement d'expression, tout cela vivrait au-delà de ce jour. Et peut-être que c'était exactement la justice dont j'avais besoin. Les mots d'Elena étaient griffonnés sur du papier et cachés dans un tiroir. Les miens allaient être prononcés dans un microphone et diffusés à quiconque possédait une télévision. La brise a de nouveau changé, faisant bruisser les fleurs sur l'arche, emportant les rires lointains des enfants qui couraient près des derniers rangs. Les caméras ont même suivi cela. Rien ne serait laissé de côté. J'ai pris une autre inspiration, j'ai redressé les épaules, et je me suis concentré sur le visage de Caleb. Il m'a souri, calme, prêt. Le genre de présence stable qui faisait disparaître le reste. Les caméras pouvaient tourner aussi longtemps qu'elles le voulaient. Elles captureraient une femme qui n'était pas brisée, qui n'avait pas honte, et qui ne se cachait pas. L'officiant a regardé entre nous, sa voix claire. Maintenant, Caleb et Marissa vont échanger leurs vœux. Le jardin s'est tu, les caméras se sont ajustées, et le moment s'est ouvert en grand. Le silence qui a suivi les mots de l'officiant semblait plus lourd que le silence lui-même. Les invités se sont penchés en avant, attendant, les caméras pointées directement sur nous, leur lumière rouge clignotante. J'ai resserré ma prise sur la main de Caleb, non pas parce que j'étais nerveuse à l'idée de l'épouser, mais parce que je savais que chaque mot que je prononcerais résonnerait au-delà de ce jardin. Caleb a commencé. Sa voix était posée, plus profonde que d'habitude, portant assez pour que tout le monde au dernier rang puisse entendre. Marissa, a-t-il commencé, les yeux rivés sur les miens. J'ai su dès la première fois que je t'ai rencontré que tu n'étais pas quelqu'un qui pliait sous la pression. Tu te tenais plus droite que n'importe qui dans la pièce, et ça m'a donné envie de me tenir plus droit aussi. Tu ne vis pas seulement avec force, tu l'inspires. Aujourd'hui, je promets de me tenir avec toi, pas devant toi, pas derrière toi, mais à tes côtés. Pour chaque jour que nous aurons. Ce n'était pas fleuri ou scénarisé. C'était lui, simple et direct, et c'est ce qui rendait l'impact plus fort. Un murmure d'approbation a parcouru la foule. Evelyne a reniflé doucement au premier rang. Henri a hoché la tête avec la satisfaction ferme d'un homme qui savait déjà que son fils avait bien choisi. Puis ce fut mon tour. Je sentais chaque caméra sur moi, chaque invité en attente, le regard patient de l'officiant. J'ai dégluti, j'ai redressé ma posture, et j'ai laissé les mots venir sans trop y penser. Caleb, ai-je dit, ma voix claire. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire d'être plus dure, plus forte, plus stricte, parce que quelqu'un pensait toujours que je n'étais pas assez. Mais toi, tu ne m'as jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Tu m'as juste vu exactement comme je suis. Je te promets la même chose. Je te verrai, je te respecterai, et je me battrai avec toi, pas contre toi. Personne n'a le droit de s'en aller, parce que ceci est notre famille, et on n'abandonne pas sa famille. La dernière ligne n'était pas prévue, mais elle est sortie sèche, sonnant plus vrai que tout ce que j'avais dit d'autre. Ma poitrine brûlait, non pas de gêne, mais de la libération de quelque chose que j'avais porté trop longtemps. Des applaudissements ont éclaté, plus fort que ce à quoi l'officiant s'attendait. Il a souri, a fait un petit signe de tête, puis a continué la cérémonie. Les alliances ont été apportées par un des jeunes cousins de Caleb, un garçon si nerveux que ses mains tremblaient en les posant sur le petit coussin. Caleb a glissé la mienne en premier, ses doigts effleurant les miens juste assez longtemps pour m'ancrer à nouveau. Puis j'ai glissé la sienne en place, le métal frais contre ma peau.
Par le pouvoir qui m'est conféré, a annoncé l'officiant, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Caleb n'a pas hésité. Il m'a attiré à lui, m'a embrassé fermement, et la foule a éclaté en applaudissements. La caméra a zoomé, capturant chaque détail. Pour une fois, l'objectif ne me dérangeait pas. Que Elena le voie. Que mes parents le voient. Ils pouvaient siroter du café à Paris autant qu'ils voulaient. Mais le monde venait d'assister à quelque chose qu'ils ne pourraient pas effacer. Alors que les invités se levaient et applaudissaient, j'ai jeté un bref regard à Evelyne. Elle tamponnait à nouveau ses yeux, mais souriait largement. Henri a tapé dans le dos de Caleb, puis m'a regardé avec le genre de fierté paternelle que je n'avais pas réalisé désirer. Monica m'a fait un subtil pouce levé depuis le côté, son expression aussi dure que jamais, mais adoucie sur les bords. L'officiant s'est reculé, faisant un geste vers l'allée. Caleb a pris ma main et ensemble, nous nous sommes tournés pour faire face à la foule. La vue était écrasante, des rangées de gens acclamant, debout, tendant leurs appareils photo. L'arche derrière nous encadrait le moment, les fleurs bougeant légèrement dans la brise. En remontant l'allée, le son des applaudissements et des acclamations nous a entourés. Certains invités se sont penchés pour nous murmurer des félicitations. D'autres ont tendu la main pour toucher mon bras à mon passage. J'ai gardé les yeux droits devant, mais à l'intérieur, le poids qui m'avait oppressé toute la matinée s'est finalement levé. Les caméras nous ont suivis, enregistrant chaque pas. J'ai aperçu une journaliste parlant dans un microphone, sa voix portant faiblement, une magnifique cérémonie ici, à Charleston, où l'homme d'affaires local Caleb Turner et l'officier de police militaire décoré Marissa Kane se sont dit oui. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Officier de police militaire décoré. Pas fille abandonnée, pas sœur oubliée. C'était qui j'étais aux yeux du monde maintenant. Caleb a serré ma main alors que nous atteignions la porte du jardin. Il s'est penché près de moi, chuchotant, « Tu as été incroyable ». Je lui ai souri en retour, ma voix basse mais stable. Toi aussi. Derrière nous, les invités se dirigeaient déjà vers la zone de réception, le bourdonnement de la conversation reprenant de plus belle. Les équipes de tournage se sont déplacées, capturant des plans des tables, des fleurs, des rires qui fusaient sur la pelouse. L'histoire était sortie maintenant. Peu importe à quoi ressemblait Paris à cet instant précis, ça ne pouvait pas rivaliser avec ça. L'officiant a rassemblé ses livres. Evelyne a commencé à saluer les invités. Henri s'est dirigé vers les journalistes, clairement à l'aise pour leur parler. Monica s'est glissée à côté de moi, son sourire en coin. Eh bien, soldate, mission accomplie. Tu n'as pas seulement survécu, tu as maîtrisé la situation. J'ai laissé échapper une respiration, la première facile de toute la matinée. Elle avait raison. Le plus dur était fait. Les vœux étaient prononcés. Les caméras les avaient capturés, et aucun luxe parisien ne pourrait réécrire la vérité de ce qui venait de se dérouler ici. Les bras de Caleb se sont glissés confortablement autour de ma taille alors que nous nous dirigions vers les tables de réception. Le jardin était rempli de verres qui s'entrechoquaient, d'éclats de rire et de flashs d'appareils photo. La scène n'était pas ce que j'avais imaginé des années auparavant, mais elle était meilleure, plus forte, plus réelle. Les chaises à ruban, le parfum des roses, le murmure des voix, chaque pièce s'assemblait en quelque chose qui semblait complet, même sans les personnes qui avaient choisi de partir. Et alors que le soleil descendait légèrement derrière les arbres, peignant la pelouse d'une lumière chaude, je savais que ce qui avait commencé en silence ce matin-là s'était transformé en quelque chose de plus bruyant, de plus fort, et de bien plus durable que tout ce que ma sœur ou mes parents pourraient jamais m'enlever. Tandis que la réception à Charleston se poursuivait au son des verres qui trinquaient du va-et-vient des invités trouvant leur place, une scène entièrement différente se déroulait à des milliers de kilomètres de là. Dans un salon d'hôtel chic à Paris, ma sœur était assise avec nos parents, des verres de vin à la main, la tour Eiffel brillant faiblement au loin à travers les hautes fenêtres. Elena s'était habillée pour l'occasion, ses talons retirés sous la table, ses cheveux coiffés comme si elle assistait à son propre gala. Ma mère portait un nouveau foulard en soie dont elle s'était vantée plus tôt dans la journée. Et mon père était adossé à sa chaise avec ce regard suffisant et satisfait qu'il arborait toujours après avoir pris ce qu'il pensait être une décision audacieuse. Elena zappait paresseusement d'une chaîne à l'autre jusqu'à ce qu'elle s'arrête net. « Attends, reviens en arrière », ordonna-t-elle en se penchant en avant. Mon père a froncé les sourcils, a pris la télécommande et est revenu à la chaîne précédente. C'était là,
le reportage des informations locales de Charleston. La voix de la journaliste était nette, joyeuse. Cet après-midi, Caleb Turner, homme d'affaires et philanthrope de premier plan, a épousé l'officier de police militaire décoré Marissa Kane lors d'une magnifique cérémonie dans un jardin, ici même à Charleston. Les images ont montré moi, descendant l'allée, le voile captant la lumière du soleil, Caleb se tenant fièrement à l'autel. La caméra a zoomé assez près pour capter le regard assuré dans mes yeux. Elena s'est figée, le verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Tu te moques de moi » a-t-elle sifflé. Le foulard de ma mère a glissé de ses épaules alors qu'elle se penchait plus près de la télévision. « C'est en direct ? Ça se passe maintenant ? » Mon père s'est redressé, son visage pâlissant alors que la journaliste continuait. L'événement a attiré l'attention locale et la couverture de plusieurs chaînes, soulignant non seulement le rôle de la famille Turner dans la communauté, mais aussi le dossier de service militaire de Marissa. L'écran est passé aux parents de Caleb donnant de courtes interviews, Evelyne me louant comme une femme d'une force remarquable, et Henri me qualifiant de meilleur partenaire que leur famille aurait pu demander. La chambre d'hôtel est devenue silencieuse, à l'exception de la télévision. La mâchoire d'Elena s'est serrée si fort que j'aurais pu imaginer ses dents grincer. Elle a claqué le verre de vin sur la table, le liquide rouge débordant. Elle le savait, elle avait prévu ça. Elle voulait nous faire passer pour des idiots. Mon père s'est frotté les tempes, marmonnant, une famille de millionnaires. Depuis quand est-ce qu'elle ? Il s'est interrompu, fixant toujours l'écran comme s'il me voyait pour la première fois. Les images sont revenues au vœu. Ma voix a porté à travers les haut-parleurs de l'hôtel. Je te verrai, je te respecterai, et je me battrai avec toi, pas contre toi. Personne n'a le droit de s'en aller, parce que ceci est notre famille, et on n'abandonne pas sa famille. L'ironie ne leur a pas échappé. Les lèvres de ma mère ont tremblé, sa main agrippant la coudoir. Elle a dit ça à cause de nous, a-t-elle chuchoté, comme si elle confessait quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'Elena entende. Elena lui a lancé un regard noir. N'ose pas te sentir coupable maintenant. Elle déforme tout. Elle nous fait passer pour les méchants. L'émission a montré le baiser, les acclamations, les flashs des appareils photo, les invités applaudissant, souriant, des confettis volant dans les airs, les bras de Caleb autour de moi comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. Elena s'est levée brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. C'est humiliant. Vous comprenez ce que les gens vont penser ? Ils diront qu'on l'a abandonnée et qu'elle a trouvé mieux sans nous. On aura l'air pathétique. Mon père n'a pas répondu. Ses yeux sont restés collés à l'écran, regardant Caleb et moi remonter l'allée sous les acclamations de la foule. Il avait toujours jugé les gens par l'argent et la réputation. Et maintenant, pour la première fois, il réalisait que j'avais les deux à profusion, sans aucun d'eux à mes côtés. La journaliste a conclu le reportage avec un sourire. C'était une journée mémorable, non seulement pour les Turner et leurs invités, mais pour toute la communauté de Charleston. Le logo a clignoté, puis le programme est passé aux publicités. Elena a attrapé la télécommande et l'a jetée sur le canapé. Elle se croit meilleure que nous maintenant. Attends un peu. Elle répondra quand elle réalisera que la famille ne disparaît pas si facilement. Ma mère a bougé, mal à l'aise, sa voix basse. Elena, elle n'avait pas besoin de nous. Elle n'en a jamais eu besoin. Et peut-être que c'est nous qui. N'ose pas prendre son parti, a sèchement coupé Elena. Mais le mal était déjà fait. L'image de moi à la télévision, radieuse et célébrée, n'était pas quelque chose qu'Elena pouvait effacer d'un mot acerbe ou d'une signature imitée. C'était public. C'était indéniable. De retour à Charleston, je riais de quelque chose que Caleb me chuchotait à l'oreille alors que nous nous dirigions vers la table de réception. Le son était léger et naturel, et la caméra l'a capté aussi. Le contraste entre ma joie et l'orage qui couvait dans cette chambre d'hôtel parisienne n'aurait pas pu être plus clair. Elena se tenait les bras croisés, arpentant la pièce plus durement, ses chaussures claquant contre le marbre. Mon père a finalement parlé, sa voix lourde. Elle n'a plus besoin de nous. Pour une fois, ma mère n'a pas discuté. Elle est restée assise tranquillement, fixant l'écran vide après la fin de l'émission, son foulard tombé sur ses genoux. Elena a laissé échapper un rire amer, sec et sans humour. On verra bien ça. Mais alors même qu'elle le disait, son reflet dans la fenêtre la trahissait. La crispation de sa bouche, la fureur dans ses yeux,
et la peur en dessous. Parce que pour la première fois de sa vie, Helena Kane n'était plus en contrôle de l'histoire. La musique à la réception était légère, du genre qui permet aux gens de parler sans élever la voix. Les verres s'entrechoquaient alors que les serveurs se déplaçaient dans la foule, des plateaux de champagne captant la lumière du soleil. J'étais assise à côté de Caleb à la longue table près de l'arche du jardin, souriant lorsque les invités se penchaient pour nous féliciter. Pendant un moment, je me suis laissé emporter par le rythme de tout cela, les rires, les conversations légères, la chaleur facile. Mais quand j'ai finalement pris mon téléphone, qui était posé face contre table sur la commode à l'intérieur de la maison, l'écran m'a presque aveuglé de notifications. Les appels manqués s'empilaient les uns sur les autres, remplissant tout l'affichage. Le nombre en haut indiquait 92. J'ai cligné des yeux, verrouillé l'écran, puis les déverrouillé à nouveau, mais le nombre ne faisait qu'augmenter alors que le téléphone vibrait violemment dans ma main. À la fin de l'heure, il dépasserait les 2 cents. Les messages vocaux affluaient aussi. J'ai appuyé sur lecture pour le premier sans réfléchir. La voix de ma mère a éclaté, sèche et frénétique. Marissa, tu dois nous rappeler tout de suite. On vient de tout voir. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que ce serait télévisé? As-tu la moindre idée de l'image que ça nous donne? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai cliqué sur le suivant. Mon père cette fois. Son ton sec, en colère. Ce n'est pas drôle. Nous sommes partis parce que nous pensions que tu comprendrais. Tu ne peux pas simplement jeter ta famille comme ça. Un autre message vocal, puis un autre. Certains en colère, d'autres suppliants, d'autres confus. Chacun se superposant au dernier jusqu'à ce que ce ne soit plus que du bruit. Finalement, j'ai entendu la voix d'Helena. Félicitations, je suppose. Tu penses vraiment que te marier avec un riche te rend meilleur que nous? Réponds au téléphone, Marissa. Nous sommes toujours ta famille, que ça te plaise ou non. Son ton portait cette même vieille supériorité, celle qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me rappeler que je n'échapperais jamais à son ombre. Mais cette fois, ça sonnait creux. J'ai parcouru à nouveau les messages, mon pouce tremblant, mais pas de peur. Le désespoir pur, le va-et-vient entre la rage et la supplication. C'était comme les regarder se démener pour reprendre le contrôle après avoir réalisé qu'ils l'avaient perdu. Un autre message vocal a clignoté, et j'ai hésité avant d'appuyer sur lecture. Ce n'était pas Helena cette fois. C'était Adam, mon cousin. Sa voix était plus douce, incertaine. Salut, Marissa. Je t'ai vue à la télévision. Tu étais incroyable. Honnêtement, comme une star de cinéma. Je sais que les choses sont compliquées, mais je voulais juste que tu saches que tu le mérites. Pour la première fois depuis que j'avais pris le téléphone, ma gorge s'est serrée. Adam avait toujours été le discret, pris entre le chaos d'Helena et l'indifférence de mes parents. L'entendre parler sans amertume a percé le bruit comme une lame nette. Mais comme le téléphone continuait de vibrer, l'écran s'allumant encore et encore avec leur nom, je l'ai reposé face contre table. Je n'allais pas les laisser détourner cette journée. Monica s'est glissée par la porte, portant 2 coupes de champagne. Elle m'en a tendu une, ses yeux se posant sur le téléphone vibrant. On dirait que le cirque est de retour en ville, a-t-elle dit sèchement. Tu n'as pas idée, ai-je marmonné en prenant la coupe. Elle a souri narquoisement. Pas besoin. Je l'entends vibrer depuis l'extérieur. J'ai repris le téléphone une fois de plus, j'ai regardé la liste interminable d'appels manqués, puis je l'ai reposé, écran contre la table. Ils ont tout vu, ai-je dit, ma voix basse. Chaque mot, chaque vœu, chaque seconde. Monica s'est appuyée contre la commode, croisant les bras. Bien. Qu'il s'étouffe avec. Ils te voulaient briser. À la place, ils ont eu des places au premier rang pour te voir t'épanouir. Ces mots ont frappé exactement là où j'en avais besoin. J'ai pris une gorgée de champagne, les bulles vives contre ma langue. Dehors, la réception continuait. Le père de Caleb riait avec un groupe d'invités, Evelyne dansait avec une des nièces, et des applaudissements l'ont suivi. Caleb m'a trouvé près de la porte, glissant son bras autour de ma taille. Tout va bien, a-t-il demandé, ses yeux se posant sur le téléphone. Tout va bien, ai-je dit, et je le pensais. La musique est passée à quelque chose de plus rapide, les couples remplissant la piste de danse improvisée. Pendant un moment,
la vibration du téléphone sur la commode en bois ressemblait à une percussion de fond pour la célébration à l'extérieur, mais contrairement à la musique, elle ne s'arrêtait jamais. À un moment, Evelyne est entrée, curieuse. Elle a remarqué le téléphone qui vibrait sans fin sur la table et a haussé les sourcils. Persistant, n'est-ce pas? Je lui ai fait un petit sourire. C'est un mot pour le dire. Elle m'a serré la main. Tu ne dois taper à personne. Souviens-toi de ça. Puis elle est partie aussi gracieusement qu'elle était entrée, son parfum s'attardant légèrement derrière elle. Au fil de la soirée, le nombre d'appels manqués sur mon téléphone a dépassé les 300. Les messages se sont accumulés jusqu'à ce que la barre de notification paraisse sans fin. Mais chaque fois que je jetais un coup d'œil à l'écran, je me sentais moins attiré. Leur voix avait été la bande-son de mon enfance, exigeante, culpabilisante, autoritaire. Maintenant, ce n'était plus que du bruit en compétition avec les rires à l'extérieur, et perdant lamentablement. Caleb et moi avons dansé sous les guirlandes lumineuses tendues à travers le jardin. Les invités applaudissaient, les caméras capturant encore des bribes de la célébration. L'air du soir était chaud, rempli du parfum des roses et du barbecue des traiteurs. Pour une fois, le monde semblait en équilibre. Après quelques chansons, nous nous sommes écartés, reprenant notre souffle. Je suis retourné dans la maison, le téléphone vibrant toujours sur la commode. Je l'ai pris, j'ai fait défiler les noms, maman, papa, Elena, encore et encore. Finalement, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le silence soudain était absolu, comme couper un cordon qui avait été enroulé autour de ma poitrine pendant des années. J'ai posé le téléphone et je suis retourné dehors, le son des rires devenant plus fort alors que je rejoignais à nouveau la foule. Les guirlandes lumineuses brillaient, le champagne scintillait dans les verres, et les bras de Caleb se sont naturellement glissés de nouveau autour de moi. Le bourdonnement était parti. La nuit était à nous. La réception s'est poursuivie jusque tard dans la soirée, les voix s'adoucissant alors que le soleil descendait bas sur le jardin. Les guirlandes lumineuses se sont allumées, projetant une douce lueur sur les tables. Je me tenais près du bord de la pelouse, tenant la main de Caleb pendant que les invités discutaient, le bourdonnement de la conversation dérivant comme une marée. Pour la première fois de la journée, je me suis permis de respirer sans ce poids qui m'oppressait. Caleb s'est excusé pour parler à un groupe de ses collègues, me laissant un moment seul près des rosiers. Je me suis appuyé contre le poteau en bois de l'arche, ma robe frôlant l'herbe, et j'ai penché la tête en arrière pour regarder les étoiles. Le silence était différent ici, pas vide comme celui de la maison ce matin, pas frénétique comme le bourdonnement sans fin de mon téléphone. C'était un silence qui se méritait. J'ai de nouveau pensé aux appels. À la façon dont la voix de ma mère s'était brisée, à la colère dans le ton de mon père, à la tentative suffisante d'Elena de me ramener dans le chaos. Ils avaient crié, supplié, maudit, tout cela à des milliers de kilomètres de distance. Et je n'avais pas répondu une seule fois. Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était du pouvoir. Pendant des années, j'avais perdu mon souffle à essayer de m'expliquer à des gens qui ne voulaient pas comprendre. Chaque décision devenait une dispute. Chaque réussite était minimisée. Je me suis engagé pour construire un avenir et ils ont appelé ça une passade. J'ai été promu et ils ont dit que c'était de la chance. J'ai survécu à un déploiement et ils m'ont accusé d'abandonner Elena. Chaque mot que je leur ai adressé a été déformé, tordu ou ignoré. Pas cette fois. Les étoiles au-dessus s'étendaient, vastes, froides et stables, me rappelant les nuits à la base où nous nous asseyions dehors après de longues gardes, échangeant des histoires et faisant semblant que le monde n'était pas aussi lourd qu'il l'était. Ces nuits m'ont appris quelque chose. Le silence pouvait guérir. Il pouvait vous donner de l'espace pour respirer, pour penser, pour être. Ce soir, le silence n'était pas seulement de l'espace. C'était l'arme que j'avais enfin pu choisir. J'ai entendu des pas derrière moi, stables et familiers. Les bras de Caleb se sont glissés autour de ma taille, son menton frôlant mon épaule. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, gardant les yeux sur le ciel. Oui, vraiment. Il a embrassé le côté de ma tempe, sa chaleur stable contre moi. Bien, parce que c'est tout ce que je voulais aujourd'hui, te voir heureuse, peu importe ce qui se passait d'autre. Les mots ont pénétré profondément, apaisant quelque chose que je n'avais pas réalisé que je retenais encore. Je me suis tourné pour lui faire face complètement,
regardant l'homme qui était resté stable pendant que ma propre famille essayait de m'abattre. Ses yeux étaient calmes, ne cherchant pas de faille, ne demandant pas plus que ce que je donnais déjà. Je ne pense pas avoir jamais été plus heureuse, ai-je dit, la vérité sonnant vive et claire. Caleb a souri, me serrant plus près. Autour de nous, les rires des invités ont de nouveau fusé alors que quelqu'un portait un toast bruyant près des tables. La voix de Monica a percé avec une remarque sarcastique qui a fait rugir la foule. Pour une fois, je ne me sentais pas à l'extérieur, regardant à l'intérieur. J'en faisais partie. Le silence entre mon téléphone et moi était plus fort que le bruit de la fête. Chaque seconde où je ne le prenais pas, chaque moment où je ne m'expliquais pas, c'était comme reconquérir un terrain que j'aurais dû posséder depuis des années. C'était la vengeance qu'Elena ne verrait jamais venir. Pas la colère, pas la confrontation, mais être complètement hors de propos dans la vie que je construisais. Caleb a dû voir quelque chose dans mon expression car il a resserré son bras autour de moi. « Tu ne leur dois rien », a-t-il dit doucement, comme s'il lisait dans mes pensées. « Je sais », ai-je répondu. Et cette fois, je le pensais. La nuit a continué. Plus de danse, plus de rire. J'ai participé, laissant Monica m'entraîner sur la piste pour une chanson ridicule qui nous a fait rire aux larmes. Les invités applaudissaient, les caméras capturant des bribes de tout cela, bien que je ne les remarquais presque plus. L'histoire n'était pas à eux de la raconter. C'était la mienne. Quand la dernière chanson a joué et que la foule a commencé à se disperser, j'ai raccompagné Caleb vers la maison, ma robe traînant derrière moi, mes chaussures pendant à une main. L'air du soir était frais, frôlant ma peau d'une manière qui me rappelait que j'étais toujours en vie, que j'avançais toujours. À l'intérieur, le téléphone était sur la commode où je l'avais laissé, sombre et silencieux maintenant que je l'avais éteint. Pendant des années, ce téléphone avait été une laisse, les appels de mes parents me dictant ce que je leur devais, les messages d'Elena dégoulinant de manipulation. Ce soir, ce n'était rien de plus qu'un écran noir. Je n'avais pas besoin de le fracasser ou de le jeter. Le laisser intact était une punition suffisante. Caleb a posé sa veste sur mes épaules, me guidant de nouveau vers l'extérieur. Les derniers invités ont fait leurs adieux, les phares de leur voiture disparaissant sur la route un par un. Monica m'a serré fort dans ses bras, sa voix ferme dans mon oreille. « Fier de toi, soldate. Tu l'as fait à ta manière. »« Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » ai-je répondu honnêtement. Elle s'est reculée, me lançant ce regard qu'elle avait toujours avant la fin d'une mission. Mi-fierté, mi-avertissement. Ne laisse personne te prendre ça. Jamais. Je lui ai promis que je ne le ferais pas. Plus tard, quand il n'y avait plus que Caleb et moi dans le jardin calme sous les étoiles, il a posé son front contre le mien. Le monde semblait immobile, comme s'il attendait que je décide comment le définir à partir de maintenant. Je n'avais pas besoin de discours dramatiques ou de confrontation. Le silence suffisait. Il portait tout le poids de ce que j'avais choisi, vivre, aimer, construire quelque chose de séparé de la famille qui avait tant essayé de me rabaisser. Et alors que Caleb me serrait contre lui, ses bras m'ancrant dans la nuit fraîche, j'ai chuchoté les mots que j'avais retenus toute la journée, simples et inébranlables. Je vais bien. Et pour la première fois, je ne l'ai pas seulement dit. Je l'ai cru. 3 ans ont passé plus vite que je ne l'aurais cru. Certains jours ressemblaient à un tourbillon d'horaires d'entraînement et de longs trajets, tandis que d'autres s'étiraient sans fin avec de la paperasse et des appels tardifs. Mais avec le recul, la chronologie est claire. 3 ans depuis le mariage. 3 ans depuis que j'ai retourné mon téléphone et que je ne l'ai plus jamais décroché pour eux. Caleb et moi nous sommes installés juste à l'extérieur de Chicago, près du lac Michigan. Notre maison surplombait l'eau, les vagues se brisant sur le rivage à un rythme qui me rappelait les chants de cadence pendant les marches. Le matin commençait avec la lumière du soleil inondant de larges fenêtres, le café infusant dans la cuisine, et Caleb lisant le journal à voix haute juste pour me faire lever les yeux au ciel devant ses commentaires. C'était stable, c'était chaleureux, et pour la première fois de ma vie, c'était à moi. Pendant ces 3 années, ma carrière a également progressé. J'ai été promu premier sergent, une étape qui avait plus de poids que n'importe quelle approbation familiale n'aurait jamais pu en avoir. J'ai formé de jeunes policiers militaires, j'ai inculqué la discipline à de nouvelles recrues, et je me suis retrouvé à donner des discours lors d'événements de la base sur le leadership et la résilience. Debout sur ces scènes, je me surprenais parfois à repenser au sourire suffisant d'Elena, à l'indifférence de mes parents.
Ils avaient parié contre moi à chaque étape. Mais j'étais là, non seulement en train de survivre, mais en étant cité en exemple. Monica était toujours à mes côtés, bien que d'une manière différente. Après des années de service, elle a fait la transition vers la vie civile, et ensemble, nous avons lancé quelque chose de nouveau, un centre de formation pour les femmes vétérans qui seraient adaptées au monde extérieur à l'uniforme. Nous avons loué un vieil immeuble en briques à Evanston, nous l'avons rénové avec de la peinture et de l'huile de coude, et nous avons ouvert les portes sous le nom de Haven Training Center. Les premières semaines ont été difficiles. Seule une poignée de femmes se sont présentées, nerveuses, prudentes, ne sachant même pas si elles avaient leur place. Mais bientôt, le mot s'est répandu. L'endroit est devenu un deuxième foyer pour des femmes qui se sentaient à la dérive. Des femmes qui avaient besoin de quelqu'un pour leur rappeler que ce qu'elles avaient appris au service ne disparaissait pas une fois l'uniforme retiré. Nous enseignons l'autodéfense, la préparation aux entretiens, l'entraînement physique, et plus que tout, la confiance en soi. Le journal local a publié un article sur nous la deuxième année. Le titre disait « De l'armée au mentorat, qu'un et crée un refuge pour les femmes vétérans ». L'article comprenait une photo de Monica et moi, debout devant le bâtiment, les bras croisés, souriant comme si nous venions de réussir un casse. Caleb a encadré la coupure et l'a accrochée dans le couloir à la maison. Evelyne et Henri étaient nos plus grands soutiens. Ils ont fait don de matériel, nous ont aidés à nous connecter avec des entreprises locales, et se sont vantés du centre à quiconque voulait bien les écouter. Evelyne disait souvent, chaque femme mérite le genre de force que Marissa possède. Entendre cela ne vieillissait jamais. C'était le genre de validation que je n'aurais jamais pensé désirer, mais c'était le cas, et elle l'a donné librement. Un après-midi, un journaliste d'un plus grand journal de Chicago est venu m'interviewer sur le centre. Il m'a demandé ce qui m'avait inspiré à le créer. J'aurais pu dire la formation au leadership ou mon amour du service, mais la vérité était plus tranchante. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, parce que je sais ce que c'est quand les gens qui sont censés vous soutenir ne le font pas, et je veux m'assurer que personne d'autre n'ait à être seul. Il l'a griffonné rapidement, son expression pensive. Une semaine plus tard, la citation était en gras en première page de la section Art de vivre. Des amis de la base m'ont envoyé des photos, certains taquins, d'autres fiers. Caleb a ramené des exemplaires supplémentaires. Monica a levé les yeux au ciel devant tout ce foin, mais a souri quand même. La reconnaissance a grandi. Nous avons été invités à prendre la parole à des conférences, à partager notre histoire lors de tables rondes. Parfois, je m'attendais encore à ce que le couperet tombe, qu'Elena apparaisse, que mes parents envoient un autre message culpabilisant. Mais rien n'est venu. Leur silence était presque aussi assourdissant que le mien, et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur bruit. Au centre, nous célébrions les étapes importantes. Une de nos stagiaires a décroché son premier emploi civil dans la gestion de la sécurité. Une autre a terminé des cours universitaires qu'elle avait eu trop peur de commencer auparavant. Chaque succès semblait être la preuve que construire quelque chose de nouveau valait chaque heure que nous y avions investi. Caleb était plus occupé que jamais avec l'entreprise familiale, mais il prenait le temps. Il venait aux événements, se tenait à l'arrière, applaudissant plus fort que tout le monde, et ne manquait jamais une occasion de me rappeler à quel point il était fier. La nuit, après de longues journées, nous nous asseyions au bord de l'eau, un verre de vin à la main, et nous rions de tout le chemin parcouru. 3 ans plus tôt, j'avais descendu une allée seule, portant l'absence de ma famille comme une ombre. Maintenant, je franchissais les portes de notre centre chaque matin au son de femmes me saluant comme si j'étais l'une des leurs. C'était la famille que j'avais construite. Pas par le sang, mais par choix. Un soir, alors que nous fermions le centre, Monica s'est tournée vers moi avec son demi-sourire familier. « Tu réalises que tout ça a commencé parce que ta sœur a essayé de te détruire, non ?» J'ai souri narquoisement en glissant la clé dans la serrure. « Ouais, je suppose qu'elle m'a sous-estimé. » Monica a gloussé. Euphémisme de la décennie. Le lampadaire s'est allumé au-dessus de nous, projetant une lueur chaude sur le trottoir. J'ai resserré ma veste contre le vent frais de Chicago et j'ai regardé une dernière fois l'enseigne du centre avant de rentrer chez moi. Les mots Haven Training Center se détachaient en gras sur la brique, un rappel que même les pires trahisons peuvent être le carburant de quelque chose de meilleur. Quand je suis rentré à la maison, Caleb avait préparé le dîner. Evelyne avait laissé un message vocal juste pour prendre des nouvelles, et Henri m'avait envoyé un texto avec une blague sur l'un des projets de Caleb.
Ce n'était pas la famille avec laquelle j'avais commencé, mais c'était celle avec laquelle j'avais fini, et c'était suffisant. Alors que je me tenais sur le porche, regardant le lac, les vagues reflétant les dernières lueurs du coucher de soleil, j'ai réalisé que le silence de mon ancienne vie ne me piquait plus. Il ressemblait à de la distance, et la distance était exactement ce que je voulais. Les saisons changeaient rapidement à Chicago. Des étés brûlants le long du lac et des hivers assez froids pour geler vos cils. À travers tout cela, la vie suivait un rythme constant. Caleb et moi avons construit nos routines, Monica et moi avons fait du Haven Training Center quelque chose de solide, et le silence de ma famille s'est étiré comme une longue route vide. Mais le silence ne signifie pas toujours l'absence. Ils ont trouvé des moyens de me joindre, même si je n'ai jamais répondu. Des lettres sont arrivées, soigneusement adressées de l'écriture en boucle de ma mère. Certaines étaient courtes, tu nous manques. Rentre à la maison. D'autres plus longues, des excuses décousues mêlées d'accusations. Mon père a laissé des messages vocaux qui oscillaient entre des leçons sévères et des soupirs fatigués. Elena, bien sûr, était la plus bruyante. Ces messages arrivaient par email et sur les réseaux sociaux, vifs et amers. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que l'argent te rend intouchable, a-t-elle écrit une fois. Une autre fois, c'était plus doux, j'étais jalouse, d'accord? On peut juste parler? Je n'ai jamais répondu. Au début, les ignorer ressemblait à une bataille quotidienne. L'envie de riposter, de me défendre, d'exiger des comptes, brûlait vivement. Mais avec le temps, le feu s'est refroidi. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. Chaque jour, je me réveillais dans une maison que j'avais construite, entourée de gens qui m'avaient choisi, non par obligation, mais par amour. C'était une preuve suffisante de qui j'étais. Le monde autour de moi a continué à tourner. Le Haven Center s'est étendu au 2e étage, ajoutant des salles de classe pour la formation professionnelle et de petits bureaux pour des séances de conseil. Une chaîne de télévision locale a filmé un reportage sur nous, montrant des extraits de femmes s'entraînant sur des tapis, apprenant des techniques d'entretien, et partageant des repas ensemble. En regardant cela à la télévision, j'ai pensé au chemin parcouru depuis ce jour de mariage. Caleb s'épanouissait aussi. Ses projets commerciaux se sont développés, mais il ne les a jamais laissés nous éclipser. Il a clairement indiqué que notre mariage était sa priorité, et cette stabilité nous a portés à travers tout. Evelyne et Henri sont devenus mes ancres, se présentant à chaque événement, ne manquant jamais une occasion de se vanter de moi devant quiconque voulait bien les écouter. Ils ne comblaient pas un vide laissé par mes parents. Ils créaient quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. 3 ans se sont transformés en une vie qui ne ressemblait en rien à celle que ma famille m'avait prédite. Ils m'avaient dit que j'échouerais, que je m'effondrerais sans leurs conseils. Au lieu de cela, j'avais trouvé la paix. Pas dans des disputes ou des réconciliations dramatiques, mais dans le simple fait de bien vivre. De temps en temps, Monica me taquinait sur ce silence. Tu es sûr de ne pas vouloir répondre juste une fois, pour leur faire savoir que tu es en vie. Je secouais toujours la tête. Ils peuvent voir que je suis en vie. Ils ne peuvent simplement pas y toucher. La vérité, c'est que la vengeance n'a pas besoin d'être bruyante. Elle n'a pas besoin de confrontation. La vengeance, c'était moi me réveillant chaque jour sans avoir besoin d'eux. La vengeance, c'était les rires dans ma cuisine quand Caleb essayait de cuisiner et échouait spectaculairement. La vengeance, c'était les applaudissements aux remises de diplômes du Haven Center quand des femmes que j'avais formées traversaient la scène pour commencer de nouvelles vies. La vengeance, c'était le silence, celui qu'ils ne pouvaient pas briser, peu importe le nombre d'appels ou de lettres qu'ils envoyaient. Un soir, j'étais assise sur le porche arrière avec Caleb, regardant le coucher de soleil sur l'eau. Il m'a versé un verre de vin et a demandé, « Regrettes-tu jamais de les avoir coupés de ta vie ?» J'ai réfléchi un long moment. Le ciel brûlait d'orange et de rose, les vagues emportant les couleurs vers l'horizon. Non, ai-je dit finalement. Je regrette de leur avoir donné tant de chance avant. Mais pas ça. C'était la bonne décision. Il a hoché la tête. Pas d'argument, pas de sermon, juste un accord silencieux. C'était ça, avec Caleb. Il ne poussait jamais, n'exigeait jamais. Il me faisait confiance pour connaître mes propres limites. Le silence de ma famille a continué. Parfois, lorsqu'une nouvelle lettre arrivait, je la jetais dans le tiroir sans l'ouvrir. D'autres fois, je parcourais les mots, secouais la tête, et la jetais à la poubelle.
Ils n'avaient plus le pouvoir de tordre mes émotions en eux. C'étaient des voix d'une autre vie, une vie dont je m'étais déjà éloigné. Au Haven Center, une jeune vétéran m'a un jour demandé comment j'avais réussi à rester forte quand ma propre famille m'avait tourné le dos. Je lui ai souri et j'ai dit, la force, ce n'est pas une question de qui se présente pour vous. C'est ce que vous construisez quand ils ne le font pas. Elle a hoché la tête lentement, les mots s'imprégnant. Dans ses yeux, j'ai vu le reflet de la femme que j'étais devenue. Pas la fille abandonnée, pas la sœur trahie, mais la leader qui avait tracé son propre chemin. La fin tranquille n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu d'affrontement, pas de confrontation explosive. C'étaient des dîners au bord du lac, de longues promenades avec Caleb, les blagues sarcastiques de Monica pendant les sessions de formation, les étreintes chaleureuses d'Evelyne, les conseils avisés d'Henri. C'étaient des femmes au Haven Center qui retrouvaient leur équilibre. C'était une vie vécue pleinement, sans excuses, sans courir après l'approbation de gens qui n'avaient jamais voulu la donner. Un soir, alors que je fermais la porte d'entrée du centre, Monica se tenait à côté de moi, les mains dans les poches de sa veste. « Tu réalises que tu as gagné, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. J'ai ri doucement. Gagner quoi? Tout. Le drame familial, la jalousie, le sabotage. Tu n'as pas seulement survécu, tu as construit quelque chose de mieux à partir de ça. C'est ça, gagner. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé l'enseigne qui brillait au-dessus de nous, Haven Training Center, et j'ai pensé à toutes les nuits où j'étais resté seul, convaincu que je n'échapperais jamais à l'ombre d'Elena. Maintenant, son ombre n'arrivait même plus jusqu'ici. Je suppose que oui, ai-je dit finalement. Le vent s'est levé du lac, frais et vif. Mais j'ai resserré ma veste et j'ai souri. C'était la fin que j'ai choisie. Pas de bruit, pas de bataille, pas de rediffusion de vieilles blessures. Juste le calme, juste la paix, juste une vie assez bien vécue pour que leur absence n'ait plus d'importance. Et ce silence, ininterrompu et absolu, était la seule vengeance dont j'ai jamais eu besoin. Avec le recul, je ne pense plus à l'absence de ma famille comme à une blessure. C'était la leçon dont j'avais besoin, la poussée qui m'a forcé à cesser de courir après ce qui ne me serait jamais donné. Mon silence n'a jamais été une faiblesse. C'était la déclaration la plus claire que je pouvais faire. J'ai construit un mariage, une carrière, et une communauté sans eux. Et chaque rire dans ma maison, chaque succès au Haven Center, chaque lever de soleil au bord du lac prouve ce que je sais déjà. La meilleure vengeance n'est pas la colère ou la confrontation. C'est la paix. C'est vivre si pleinement que les gens qui ont essayé de vous briser ne sont même pas mentionnés dans l'histoire de votre vie.